Nous nous trouvons ici au premier étage de l'aile Denon, dans une des deux grandes salles rouges, ici la salle Mollien, où sont conservées les peintures romantiques françaises du début du XIXe siècle. Donc avec Combe-Fabre, le conservateur en charge des peintures françaises du XIXe siècle, nous allons nous arrêter devant les grands tableaux de la Genèse de Delacroix. Depuis 2019, nous avons lancé au département des peintures une grande campagne de restauration de ces immenses tableaux qui ont été exécutés par Delacroix pour les salons des années 1820 jusqu'en 1834. Ces tableaux étaient couverts de très épaisses couches de vernis qui étaient oxydés, qui étaient encrassés. Il y avait eu des campagnes de revernissage à l'intérieur même des cadres, et c'était des tableaux qui n'avaient pas fait l'objet au moment du Grand Louvre d'une campagne de restauration. Alors pourquoi? Parce que déjà ce sont des œuvres très grandes, donc avec des grandes difficultés d'organisation, et puis les campagnes de restauration sont précédées d'études qui sont faites au laboratoire, différents examens qui donnent lieu à un dossier préparatoire, et dans ces années-là, on n'avait pas nécessairement, face à ces immenses formats, les capacités techniques à traiter aussi largement, notamment en radiographie, ces œuvres. Donc aujourd'hui, nous avons les moyens techniques, nous avons aussi une beaucoup plus grande connaissance de Delacroix. Les musées à l'international avec lesquels nous sommes en contact ont restauré une partie des œuvres. Nous avons organisé l'exposition Delacroix, confronté donc nos œuvres avec des œuvres qui arrivaient du monde entier. Il y a aussi une autre donnée qui n'est pas anodine, qui est la donnée financière. Ça coûte de l'argent, et nous avons obtenu un mécénat très important qui nous permet d'envisager non seulement la restauration d'un tableau, mais de pouvoir réaliser toute une campagne, parce qu'on sait que dans un musée, les œuvres vivent les unes avec les autres, et que il est évident que dans une salle comme celle-ci, lorsqu'on a commencé à restaurer un grand format, c'est-à-dire à alléger en particulier les vernis d'un grand format, les tableaux voisins, qui eux ont encore leur vernis oxydé et très encrassé, vont apparaître comme complètement bouchés. Alors la campagne, il y avait quand même quelque chose d'extrêmement important, c'est que Delacroix, c'est le peintre de la couleur, on le sait, on a d'autres œuvres, et on avait ici des œuvres qui étaient couvertes de ces vernis très oxydés, jusqu'à 8-10 couches de vernis plus de crasse, et la grande révélation finalement, c'est de redécouvrir la puissance chromatique des œuvres de Delacroix. Les œuvres ne sont pas dans l'état exact dans lequel elles étaient au moment où Delacroix les a peintes, mais on est au plus près de la puissance chromatique qui était celle voulue par Delacroix, une puissance chromatique qui est aussi agressive. Il choisit des sujets qui sont violents quelquefois, comme Sardanapale, comme les massacres d'Ossio, et donc il y a une utilisation de la couleur qui est censée stimuler chez le spectateur les impressions que le sujet lui-même porte par ailleurs. Ce qu'on a découvert aussi, c'est ce qu'on savait par les recherches qu'on avait pu faire, par la lecture de son journal, par la lecture de sa correspondance, par les critiques des salons que nous avons, notamment Combe-Fabre et moi-même, longuement épluchés. Ce qu'on voit aussi avec ces restaurations, c'est l'évolution aussi en quelques années de sa technique, de ses ambitions. On voit dans les massacres d'Ossio qu'on a un tableau qui est plutôt froid. On voit le jeune artiste qui met tout ce qu'il peut avec des couleurs, des essais de couleurs, des essais de façon de poser la couleur qui sont extrêmement disparates, des effets de matière très différents. On arrive ensuite à Sardanapale, qui est une œuvre qui est plus globalement composée, même s'il n'y a plus de perspective, même si le lit tombe dessus. Et puis les femmes d'Alger, beaucoup plus tardives, en 1834, où là on est dans la maîtrise absolue des plans, des clairs-obscurs, de la couleur, du rendu des matières, et déjà toute une réflexion mise en œuvre autour du mélange optique.
trouvons actuellement devant les femmes d'Alger dans leur appartement, un tableau que Delacroix a peint dans une période de maturité. Il a à cette époque à peu près 36 ans et il revient d'un voyage qu'il a effectué en Afrique du Nord à la suite d'une mission diplomatique qui l'a entraîné au Maroc et quelques jours en Algérie qui venait d'être conquise par la France à partir de 1830. Ce voyage d'Afrique du Nord l'a beaucoup marqué parce que pour lui, ce voyage dans l'espace, ça a été aussi un voyage dans le temps. Il a cru, comme beaucoup d'occidentaux de cette époque, retrouver dans les rues de Meknès ou d'Alger une sorte d'antiquité, un âge ancestral qui serait resté vivant, contrairement à l'antiquité grecque ou romaine qui serait définitivement morte et révolue. C'est pour cela qu'il entreprend pour la première fois en grand format ce qui est une scène de genre. C'est-à-dire qu'il n'y a cette fois-ci aucune référence littéraire, aucune référence historique. Delacroix nous fait pénétrer dans un intérieur, dans une maison privée d'un riche Algérois en 1832, et il nous fait rentrer dans la partie la plus privée de la maison, qui est l'appartement réservé aux femmes. Alors on sait qu'il avait bénéficié d'accès privilégié grâce, disons, à la présence militaire très forte à Alger qui permettait à un étranger chrétien de surcroît de rentrer dans un appartement privé musulman, ce qui n'avait pas pu être le cas au Maroc. Donc cette expérience spécifiquement algérienne, permise par les conditions coloniales et politiques qui étaient celles de l'époque, a ouvert à Delacroix un domaine qui était quasiment fantasmé, qu'aucun peintre prédécesseur avait pu découvrir avant lui. Donc c'est cette expérience qu'il a choisi de retranscrire sur une toile, mais dans un format anormalement grand, un format d'habitude réservé à la peinture d'histoire, alors qu'ici, il n'y a aucun événement particulier qui mérite d'être représenté. Il n'y a aucune narration particulière. On pénètre dans ce petit salon où se trouvent 3 femmes relativement aisées, et une quatrième qui est certainement une domestique, peut-être éventuellement même une esclave, puisqu'elle est noire africaine et elle tourne le dos du spectateur en se dirigeant vers le fond après avoir servi des boissons ou en tout cas offert des services aux 3 femmes qui sont assises par terre. Donc Delacroix évacue toute action particulière, tout drame. Et c'est la raison pour laquelle aussi ce tableau a légèrement désarçonné la critique, qui a été étonnée de ce tournant pris dans l'œuvre et la carrière de Delacroix. Delacroix, il faut le rappeler, ne s'intéressait pas à la scène de genre. Ça ne l'a jamais intéressé de représenter la vie quotidienne des bourgeois parisiens de son temps, ni des paysans de son temps, comme le feront par exemple les peintres de Barbizon. Pour Delacroix, ça n'est pas digne de peinture. Or, la même scène, en revanche, en Algérie, là c'est intéressant parce que pour lui, c'est l'Antiquité restée vivante, c'est aussi évidemment la mise en valeur d'un monde incroyablement coloré et raffiné qui l'intéresse énormément à titre de peintre, bien sûr. Mais cette dimension profondément historique que Delacroix voit dans cet intérieur algérois, elle est importante parce qu'à mon avis, pour lui, cet appartement réservé aux femmes, en réalité, c'est la version moderne, contemporaine, de ce que pouvait être le gynécée dans les maisons athéniennes du IVe siècle, où il y avait, pareil, disons, des espaces réservés uniquement aux femmes dans ces maisons patriciennes de la plus haute antiquité. Donc il y a certainement en lui une vision profondément historique de cette scène des femmes d'Alger. Alors la composition est très simple, nous sommes dans un intérieur relativement peu profond, mais qui est très animé par quantité de détails architecturaux très variés, des tentures, des tapis, des carrelages, et puis énormément de faïences peintes qui ornent les murs qui sont en outre ornés de différents objets d'art, des meubles, des portes de placards qui sont peintes, un miroir qui est peut-être importé de Venise, et puis ces 3 femmes dont aucune ne regarde le spectateur, qui sont totalement absorbées soit dans leur rêverie, soit dans leurs activités quotidiennes. L'une fume par exemple, ce qui aujourd'hui pourrait être une sorte d'équivalent de la chicha. Elles sont réunies autour d'un petit brasero.
elles discutent, elles rêvent. Bref, Delacroix veut vraiment donner l'illusion de pénétrer par effraction dans cet intérieur sans être remarqué. Et d'ailleurs, on le sait d'autant plus qu'à l'issue des analyses qui ont précédé la restauration, on a pu observer que Delacroix a légèrement modifié l'orientation des yeux et du visage de la femme qui est assise à l'extrême gauche de la composition, qui manifestement à l'origine braquait son regard sur le spectateur, et Delacroix l'a fait légèrement dévier, ce qui fait qu'elle ne prend plus conscience du fait qu'elle est regardée, ou en tout cas elle l'ignore. Le visiteur par conséquent est dans une position beaucoup plus confortable où il ne se sent pas visé, n'a pas l'impression de déranger les personnes qui sont dans cet intérieur. Alors ce tableau a reçu donc une critique, disons, mitigée, mais globalement favorable au salon de 1834, où il la présente pour la première fois au public. Et Delacroix a le bonheur de voir son tableau tout de suite acheté par l'État, ce qui fait qu'il rentre dans les collections nationales et a toujours figuré dans les collections nationales, au musée du Luxembourg puis au musée du Louvre. Le tableau matériellement a donc connu une histoire assez apaisée. Malgré tout, il a souffert au XXe siècle, lors de certains voyages, de quelques petites déchirures qui ont provoqué la nécessité de le rentoiler. Mais le principal problème qui se présentait lorsqu'en 2021 il a été décidé d'enclencher cette restauration, c'est surtout l'aspect désagréable de cette œuvre, extrêmement assombrie par les vernis anciens, énormément de vernis accumulés, jaunis, assombris, qui par conséquent avait la fâcheuse tendance à annuler la profondeur de l'espace et à mettre énormément de tons sur le même plan. Par exemple, il n'y avait aucune distinction réelle perceptible entre les différents blancs qu'il y a dans la scène. Or, après l'allègement des vernis par la restauratrice Bénédicte Trémolière, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de variations très délicates des nuances de blanc qui sont éloquentes puisqu'elles traduisent la différente qualité des textiles portés par les femmes et donc leur rang social. Par exemple, la chemise blanche de la servante est d'un blanc représenté de manière assez granuleuse et légèrement jauni. Donc c'est une espèce de peut-être de lin assez grossier qui n'a pas été soigneusement blanchi. En revanche, les femmes situées, notamment celles situées tout à gauche et celles au centre, portent des chemises de coton qui sont certainement un coton du Nil extrêmement fin et parfaitement blanc, sur lequel se greffent des manches qui sont peut-être en mousseline ou en crêpe, en tout cas des matières extrêmement diaphanes, transparentes, avec aussi des détails de lamé qui viennent animer ce textile et puis jouer évidemment avec la transparence du bras nu que l'on devine par-dessous. Ce qui transparaît aussi beaucoup plus, évidemment, c'est l'incroyable richesse textile, les broderies, les effets de matière aussi. Par exemple, le coussin sur lequel s'appuie la femme à gauche au premier plan. Ce coussin est dans un velours très épais, typiquement ottoman, fabriqué en Turquie. Delacroix a vraiment travaillé la matière picturale de sorte à nous faire presque toucher, à faire sentir l'épaisseur de ce velours, alors que par ailleurs il peut être beaucoup plus lisse pour évoquer d'autres textiles comme le satin, le taffetas, la mousseline. Ce qui est particulièrement aussi éloquent, c'est le raffinement des jeux de reflets. Delacroix a pris un malin plaisir à ne laisser aucun détail de côté. Il a joué à fond sur toute la capacité de réflexivité mutuelle qu'ont les objets les uns avec les autres, l'interpénétration des tons. Et on retrouve par exemple des reflets très délicats de vert pistache, de vert amande ou d'oranger très pâle, réfléchis sur la peau de ces femmes, une peau qui est très blanche, notamment la femme qui est assise le plus à gauche. Et sa peau est tellement claire qu'elle sert aussi à refléter les tons qui sont autour d'elle. Alors que d'autres femmes ont des tons plus rosés ou légèrement plus hâlés. Là aussi, ce sont des différences qui sont apparues grâce à la restauration qui a mis en lumière tout ce raffinement des carnations.
Un autre détail, c'est par exemple la manière dont est modelé le pied et le mollet de la jeune femme qui est accroupie à droite en train de fumer. On voit vraiment le travail du pinceau qui modèle les volumes avec la couleur et non pas avec les valeurs. Delacroix emploie très peu de brun, très peu de gris ou de noir. Il essaye d'évoquer la tridimensionnalité uniquement avec des roses, des verts, des rouges, toute une gamme de blancs et de gris plus ou moins colorés. Donc ça aussi, c'est vraiment une démonstration d'un savoir-faire qui a atteint ici une pleine maturité. Et dans l'ensemble, ce qui ressort aussi de ce tableau, c'est une grande douceur, un fondu des matières. Le pinceau n'est jamais brutal, il n'est jamais trop lâche. Delacroix le maîtrise et on voit qu'il a plaisir cette fois-ci à ne plus tenter des expérimentations parfois téméraires ou folles qu'il pouvait employer 10 ans auparavant. Là, cette fois-ci, en 1833, donc au début 1834, il maîtrise beaucoup plus sa peinture, il ne laisse pas s'échapper sa virtuosité de manière trop libre et il va donc polir, velouter, adoucir ses formes et jouer donc sur d'infinies variétés de reflets. Ce tableau a été extrêmement célèbre et apprécié de beaucoup de peintres impressionnistes qui ont vu un grand modèle d'inspiration, que ce soit Renoir, Cézanne, Pissarro et quantité d'autres peintres. Certains l'ont même pastiché, à l'exemple de Renoir. Ce tableau leur parlait particulièrement d'abord parce qu'il ne raconte rien. Parce que justement, on est en dehors de tout récit guerrier, épique, politique ou littéraire. Par conséquent, on peut se dégager de toute considération extérieure à la peinture elle-même, grâce à cette scène de genre extrêmement apaisée, à ce huis clos aussi, puisque l'extérieur est très peu présent, si ce n'est à travers la légère lumière qui pointe à travers une fenêtre située hors champ à l'extrémité gauche. Et ce champ laissé donc entièrement libre pour l'appréciation naturelle des reflets et des matières, des tissus, des faïences, des bijoux et de la peau de ces femmes et de leurs cheveux. Évidemment, c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé ces artistes qui ont voulu, disons, mettre de côté les sujets académiques et donner une pleine épanouissement à la façon dont les objets nous apparaissent, nous impressionnent notre rétine et comment traduire cette impression rétinienne par l'application de couleurs pures juxtaposées les unes aux autres. Cela explique effectivement pourquoi ce tableau a été si regardé par eux et il a même à un moment été théorisé comme un modèle. C'est ce qu'a tenté de faire le peintre Paul Signac, qu'il a abondamment décrit et commenté dans son ouvrage à propos du néo-impressionnisme. Mais en réalité, il avait plagié un texte de Charles Blanc qui lui-même, justement, dans sa grande grammaire du dessin et de la couleur, avait déjà sélectionné ce tableau des femmes d'Alger comme un exemple parfait de l'art, des reflets, du contraste simultané des couleurs, de juxtaposition audacieuse de certains tons qui montraient la parfaite maîtrise chromatique qu'avait Delacroix. Donc cette grande leçon de peinture coloriste c'est donc transmise ainsi par ces différents canaux, à la fois pour la pratique des peintres, mais aussi dans une approche théorique que Signac a rendue célèbre.